Et bonjour à toutes et bonjour à tous et bienvenue sur Radio Gemozo 107. C'est Chris et on se retrouve aujourd'hui pour un nouveau numéro de votre émission intitulée Fréquence Libre. Il est 14h01 précisément, nous sommes en direct. Et pour ce nouveau numéro, je reçois dans nos locaux un auteur, mais pas que, Pablo Behag, qui est là pour nous parler de son parcours d'auteur et de son ouvrage intitulé Un homme troublé. Donc bonjour Pablo. Bonjour Chris. Comment ça va ? Bon, ça va très bien et toi ? Ça va bien, merci. Donc on va commencer du coup cette émission tout doucement. Est-ce que tu peux te présenter déjà en quelques mots ? Oui, du coup je suis Pablo Behag, je suis un auteur de romans fantastiques, plutôt un univers de fantastique sombre. Et donc j'ai publié à l'heure actuelle 2 romans qu'on peut qualifier de thrillers, je pense. Et puis un dernier qui est sorti en octobre 2023, dont je pense qu'on va beaucoup parler aujourd'hui, intitulé Un homme troublé, qui là est plutôt ce qu'on peut qualifier de conte philosophique, je pense. Conte philosophique, toujours malgré tout assez sombre, assez noir, assez obscur, ce qui est un petit peu ma marque de fabrique. Voilà. Donc oui, on va parler du coup de cet ouvrage tout au long de cette heure d'émission. Donc nous l'avons dit, tu l'as dit en introduction, tu es avec nous aujourd'hui pour nous parler de ton parcours d'auteur ainsi que de ton ouvrage intitulé Un homme troublé. Je dis ouvrage car il n'est pas forcément considéré comme un roman mais plutôt comme un conte philosophique. Déjà en termes de longueur, c'est un format assez court. On peut parler plutôt ici de novella, c'est-à-dire qu'on est sur un roman qui fait 85-90 pages, qui est beaucoup plus court que les autres romans que j'ai écrits précédemment. Et puis il y a ce côté conte parce qu'il y a un peu l'idée d'un personnage qui est un petit peu perdu dans un univers qui va progressivement se transformer en univers fantastique, Tout à fait. Ce dont on va s'apercevoir en lisant le roman. Donc on a ce côté conte parce qu'il y a l'idée un peu de quête personnelle qui va finir par aboutir. Bon, ça il faut le lire évidemment pour le savoir, qui va finir par aboutir pour le bonheur ou pour le malheur du personnage. En l'occurrence, voilà. Bien sûr. Et donc pourquoi, justement, tu l'as dit, tes 2 premiers ouvrages, ce sont plus des romans, des thrillers, et pourquoi avoir voulu écrire un conte philosophique avec Un homme troublé ? Alors ce qu'il faut quand même savoir, c'est que mes 2 premiers romans, certes, sont plutôt des romans et des thrillers relativement classiques, entre guillemets, mais malgré tout, chez moi, il y a toujours quand même une part de réflexion philosophique assez marquée dans chacun de mes romans, plus ou moins marquée. C'est que dans Un homme troublé, c'est évident, on peut pas le lire sans penser forcément à la philosophie. Dans mes autres livres, c'est peut-être moins évident, mais malgré tout, il y a toujours des réflexions sur le sens de la vie, sur l'existence, sur la question du bien et du mal, sur la mort, ce qui peut arriver après la mort. Par exemple, dans Comme Meurent les papillons, qui était le roman qui avait le roman précédent, le deuxième, il y a toute une part de questionnement sur la perte de l'enfance. Qu'est-ce que c'est que grandir, devenir adulte, et pourquoi est-ce que c'est si douloureux pour un enfant de perdre sa naïveté en quelque sorte en devenant adulte. Il y a aussi dans ce roman un curé, par exemple, qui se questionne sur sa foi, qui se demande si tout ce qu'il avait cru, toutes ces notions de bien et de mal en lesquelles il avait cru depuis toujours, est-ce que vraiment elles ont une existence réelle, ou est-ce que tout cela n'est que chimérique et que finalement on est dans un espèce de maelstrom de non-sens permanent, quoi. Donc il y a toujours des réflexions philosophiques dans chacun de mes romans, mais je dirais que dans Un homme troublé, on est plus dans un contexte de philosophie presque universitaire, parce qu'on est dans le narrateur principal est professeur de philosophie, le personnage Tom est lui passionné de philosophie, donc on a peut-être plus de rapport à des philosophes célèbres comme Schopenhauer et Kant, qu'on n'a pas forcément dans les autres romans que j'ai écrits précédemment. Voilà. Et donc, justement, Un homme troublé, c'est un conte philosophique. Tes 2 précédents ouvrages, c'était vraiment des romans. Donc, qu'est-ce qui différencie, selon toi, un conte philosophique d'un roman ? Est-ce que c'est la longueur de l'ouvrage ? Est-ce qu'il y a des petites choses qui font dire que ça, c'est un conte et non pas un roman ? Alors, on pourrait débattre longtemps sur la définition du conte. Je pense que on tombera difficilement d'accord sur une définition commune. Mais déjà, souvent, effectivement, les contes sont plus courts. C'est rare de trouver un conte qui fasse 500 pages. Souvent, les contes sont plutôt des formats courts. Il y a ce côté-là. Et puis, souvent, dans les contes, il y a une forme de morale, en quelque sorte, à la fin du conte. Alors, dans Un homme troublé, il y a finalement une forme de morale à la fin, mais qui n'est pas une morale dans le sens où on entend généralement dans les contes, c'est-à-dire une morale manichéenne entre le bien et le mal. Mais par contre, on a quand même à la fin une forme de réflexion philosophique, de révélation philosophique en quelque sorte, qui évidemment n'est pas une vérité, je prétends pas détenir de vérité, c'est simplement ce que j'ai développé dans ce roman, qui fait penser en quelque sorte à un conte à ce niveau-là. Et puis comme je disais tout à l'heure, il y a tout le côté quête personnelle du personnage, qui se lance quelque sorte dans une mission, un petit peu comme ces chevaliers qui veulent trouver le Graal, par exemple. D'ailleurs, dans le roman, à plusieurs reprises, j'évoque la quête du Graal, qui est une forme de conte, comme un parallèle en quelque sorte de la quête du personnage principal d'Un homme troublé, qui lui aussi finalement recherche une forme de Graal. Sauf que là, c'est un Graal intellectuel en quelque sorte, quand le Graal est un objet, en tout cas dans la plupart des versions. Bien sûr. Ouais. Donc ce conte, il est édité dans une maison d'édition du nom de
Execo Édition, voilà, ce qui se considère comme un éditeur militant. Donc, dans quelle mesure sont-ils justement un éditeur militant? Alors là, il faudrait peut-être de me leur poser la question, mais c'est vrai que, disons qu'ils impriment en petite quantité, ils impriment toujours à la demande, donc il y a ce côté-là au niveau des impressions qui fait qu'on n'a pas de gros stock et pas de pilons au cas où l'ouvrage se vendent pas, parce qu'ils se vendent en petite quantité. Et puis après, c'est un éditeur qui est quand même assez local, qui essaie toujours de trouver les réseaux locaux pour les auteurs. On part pas à l'autre bout de la France, généralement, faire des salons. Ça peut arriver pour les gros salons, mais c'est assez rare. Donc voilà. Bon, après, il faudra plutôt leur poser la question à eux. Je vous avoue que je connais pas tous les ressorts de l'édition. Bien sûr. Et justement, cette maison d'édition, c'est une maison d'édition, comme tu l'as dit, locale, puisqu'elle se trouve à Plombières-les-Bains, je crois. Oui, c'est ça. Elle est basée à Plombières-les-Bains, mais cependant, elle a des auteurs aux quatre coins de la France. C'est pas vraiment elle édite pas que des auteurs vosgiens, ni même du Grand Est. Elle édite des auteurs aux quatre coins de la France. Mais il se trouve, en l'occurrence, qu'effectivement, le siège social est à Plombières-les-Bains. Ouais. Et justement, est-ce que c'était une raison qui t'a poussé à soumettre ton manuscrit aux Execo Éditions ou pas forcément? Pas forcément. Non. En fait, j'avais vu qu'ils avaient différentes collections et notamment une collection fantastique qui me paraissait correspondre. Donc, je mets bien le format des livres. Et donc, je leur avais envoyé mon premier manuscrit que j'ai envoyé chez eux, c'était Comme meurent les papillons. Mm-hmm. Puis après, le contact s'est plutôt bien passé avec eux. Donc, j'ai ressorti Les Disparus de Darlon, qui avait été édité précédemment chez Parfum Nuit, qui était un autre petit éditeur vosgien. Et puis donc j'ai sorti mon nouveau également chez eux. C'est vrai que c'est un peu par facilité aussi, puis parce que ça se passe bien avec eux, je m'entends bien avec la directrice, avec le directeur de collection, avec les autres auteurs aussi de la maison. Donc voilà, j'ai une bonne ambiance et puis par facilité, je dirais, je cherche pas forcément à aller ailleurs. La maison d'édition Parfum de Nuit, on va faire une petite parenthèse, qui était dirigée par Patrick Bourgeois, qui malheureusement il nous a quittés aujourd'hui, mais c'était quelqu'un de très bien. Exactement. Je l'ai côtoyé, on l'a côtoyé dans différents salons. Oui. Parce que je suis aussi auteur, nos auditeurs le savent. Donc voilà, c'était la petite parenthèse, on lui rend un petit hommage. Voilà, oui, c'est vrai que, Patrick Bourgeois, c'est lui qui m'a découvert, en quelque sorte, c'est le premier qui m'a édité, avec Les Disparus de Darlon à l'époque. Et donc je serais toujours reconnaissant pour ça. Et puis c'est vrai que c'était quelqu'un qui avait une grande gueule, on peut le dire, mais qui avait toujours des choses à dire. Et puis, je dois aussi dire que quand la maison d'édition s'est arrêtée, la maison d'édition, du coup, là, en l'occurrence, l'épouse de Patrick Bourgeois, et c'est ce qu'aurait voulu Patrick, je pense, ils m'ont permis de récupérer tous les exemplaires sans rien payer, ce qui est quand même pas courant. Souvent, les exemplaires vont au pilon, ou ce genre de choses, donc c'est quand même quelque chose de particulièrement généreux de leur part. Exactement, donc voilà, on rend un petit hommage à Patrick aujourd'hui avec cette émission, mais on va se replonger du coup dedans. Donc le titre de ce conte, c'est Un homme troublé. Pourquoi ce titre? Alors en fait, le titre c'est clair quand on lit le livre en fait, parce qu'il y a un double sens. Exactement. Il y a un personnage qui de toute évidence est troublé, ça on le comprend bien vite. Alors, peut-être qu'il faudrait que je résume un petit peu le roman. Parce si tu veux, tu peux. Donc en fait, ce roman raconte l'histoire d'un jeune homme qui s'appelle Tom, qui est passionné de philosophie depuis toujours, mais à l'adolescence, notamment en terminale, au moment où il va avoir ses cours de philosophie, il va avoir un professeur de philosophie qui va l'aiguiller vers certaines pistes, et notamment vers cette idée de représentation du monde. Donc l'idée de représentation du monde, c'est un concept qu'on retrouve beaucoup chez Schopenhauer, par exemple, ou chez Kant, et c'est l'idée que tout ce qu'on observe autour de nous n'est pas forcément la réalité. C'est-à-dire qu'on a ce que nos sens nous permettent d'appréhender, le toucher, les yeux, la vue, et puis l'entendement, notre manière de l'appréhender avec notre cerveau, mais tout cela n'est finalement que subjectif, c'est-à-dire que simplement ce sont des objets liés à un sujet, mais est-ce que on ne serait pas victime finalement d'une illusion? Et d'ailleurs on sait que parfois nos sens peuvent nous donner des illusions. L'exemple par exemple d'un bâton dans l'eau qui se courbe par exemple, ça c'est une illusion, et pourtant on sait bien que le bâton est droit. Ça c'est un exemple comme un autre, mais est-ce qu'on ne pourrait pas être victime d'une illusion plus globale qui fait que ce qu'on perçoit n'est pas la réalité, la chose profonde, l'élément fondamental de l'existence? Et c'est parce que Kant par exemple appelle la chose en soi, c'est l'idée qu'il y a quelque chose derrière la réalité qu'on ne peut percevoir. Et donc ce personnage Tom, déjà cette question-là le perturbe comme n'importe qui, je pense, l'idée qu'on puisse être dans un monde sans réussir à appréhender son essence intime. Mais ce qui va surtout lui le perturber, c'est l'idée qu'il ne peut pas non plus appréhender sa propre essence intime. C'est-à-dire qu'il ne peut même pas se connaître lui-même. Quand il s'observe dans un miroir, parce qu'il observe, c'est un reflet qui ne correspond à rien de concret, en quelque sorte. En tout cas, il ne peut pas en avoir la preuve ni la certitude. Et donc, il va partir en quête pour essayer justement de découvrir qu'est-ce qu'il est en soi. C'est-à-dire quelle est la chose en soi de sa personne, de son personnage, dans une longue mission. En fait, il va devenir un petit peu fou. En tout cas, c'est ce que dirait la plupart des gens, parce qu'il part dans une quête qui n'a pas de sens, parce que la plupart des gens trouveraient
une quête sans sens. Donc il va partir aux quatre coins du monde pour essayer de percer le voile des illusions par divers moyens. Ça peut être les drogues, ça peut être la magie, la sorcellerie, ça peut être la science. Il va essayer de se tourner vers la science, la philosophie évidemment. Et puis il se trouve qu'à la fin, il va peut-être dans le roman trouver une solution. Mais ce ne sera pas forcément celle qu'il imaginait de prime abord, quoi. En tout cas, pas ce à quoi il s'attendait forcément. Bien sûr. Donc oui, c'est pour ça, durant tout l'ouvrage, ou une grande partie de l'ouvrage du moins, donc Tom va partir à la recherche de ce qu'on appelle en philosophie, à la recherche du moi et de choses en moi, en soi. Exactement. Voilà. Donc toi aussi, c'est un thème qui te tient à cœur, justement, de savoir qui est le moi, qu'est-ce que c'est que cette chose en soi. Oui, bien sûr. Oui, moi, c'est un sujet qui me trouble depuis très longtemps, me perturbe depuis très longtemps, m'intéresse depuis très longtemps. En fait, je trouve ça à la fois passionnant et effrayant, en fait, cette question de la chose en soi et du moi, le fait de ne pas pouvoir se connaître soi-même, de ne pas pouvoir de ne jamais savoir qui on est réellement. Je trouve que c'est une question qui est passionnante et qui, je pense, devrait passionner n'importe qui. En tout cas, et à travers ce livre, donc j'essaie justement d'aiguiller les lecteurs vers des pistes de réflexion à ce sujet, à travers des références, mais aussi par rapport au parcours de ce personnage de Tom, qui va essayer de lui découvrir qui il est derrière les apparences. Et bon, la vision que je développe à la fin, c'est une vision que je peux pas forcément révéler sans spoiler le livre, mais qui est quand même assez pessimiste et assez sombre sur la notion de moi. On a quand même une vision du moi qui est fluctuante. En tout cas, on est très loin de cette notion d'âme qui est si présente dans nos civilisations occidentales. On est vraiment sur l'idée plutôt que le moi serait une illusion, une chimère en quelque sorte, comme beaucoup de choses qui nous entourent en réalité. Voilà. Donc il est 14h12. Avant d'approfondir le sujet encore davantage, je te propose de nous lancer dans la première pause musicale que tu as choisie. Pablo, c'est toi qui as fait toute la playlist de cette émission et nous allons écouter pour commencer Sterne, c'est ça ? Alors Sterne, oui, c'est un Forsetti, c'est le groupe, et le morceau s'appelle Stern, ce qui veut dire étoile, je crois en allemand. Alors, je parle pas très bien allemand, mais voilà, j'aime beaucoup ce morceau. Voilà, donc on écoute ce morceau et on se retrouve juste après pour la suite de cette émission. À tout de suite sur Radio Gemozo. Vous êtes de retour sur Radio Gemozo et dans l'émission Fréquence Libre. Vous venez d'écouter Stern de Forsetti. Et nous sommes toujours en compagnie dans nos locaux de Pablo Behaig, auteur, qui est là pour nous parler de son parcours d'auteur ainsi que de son conte philosophique intitulé Un homme troublé, entre autres. Ça va toujours ? Très bien. Super. Donc j'aime beaucoup poser cette question après une pause musicale. Pourquoi ce choix de musique ? Est-ce qu'il y a une raison particulière ? Non, alors c'est vrai que là j'ai choisi des morceaux plutôt calmes déjà. Je me suis dit à cette heure-ci, j'allais pas mettre du gros rock. La digestion. Et puis bon, c'est que depuis un univers assez mélancolique, donc j'ai choisi des morceaux qui avaient toujours un rapport un petit peu que j'aime bien mettre quand j'écris, par exemple. D'accord. Assez mélancolique, assez sombre, voilà. Donc ce morceau Stern, c'est un groupe allemand qui s'appelle Forsetti. C'est vrai que c'est quand on traduit les paroles, parce que je parle pas allemand, mais quand on traduit les paroles, on se rend compte que ça parle vraiment d'un personnage qui est en quête de sens, en quelque sorte, qui a l'impression qu'il marche toujours sur des chemins boueux. Je crois qu'il y a un vers comme ça dans le morceau, et que sur ces chemins boueux, il a toujours du mal à trouver un horizon et à avoir de l'espoir en quelque sorte. Cette métaphore des étoiles. D'accord. Et donc du coup, quand tu écris en musique ? Fréquemment, ouais. Pas toujours, ça dépend les scènes, mais j'aime bien souvent avoir un fond musical. Et c'est souvent justement des morceaux assez planants, assez mélancoliques, un petit peu comme celui qu'on vient d'entendre. Voilà, avec beaucoup de groupes de folk, parfois de la. Ouais, ça dépend vraiment des scènes et des livres, des ambiances, mais c'est souvent ce type de morceaux que j'écoute, effectivement. D'accord. Ça t'apporte de l'inspiration ou c'est ? Oui, souvent. En tout cas, ça me permet d'avoir une espèce de vague de fond en quelque sorte qui moi me porte aussi dans mon écriture en quelque sorte, parce que écrire, je trouve que c'est un côté aussi musical en quelque sorte, et le fait d'avoir un fond musical, souvent j'ai l'impression que ça m'inspire, en tout cas ça me porte un petit peu, j'ai l'impression. Oui, écoute. Voilà. Donc on va reprendre cette émission. Nous l'avons dit un peu plus tôt, justement, le personnage principal, un des personnages principaux de ce roman, de ce conte philosophique, qui s'appelle Tom, et il est passionné de philosophie. Tu nous as dit, Pablo, que tu étais toi-même passionné de philosophie. Donc, est-ce qu'on peut dire que cet ouvrage contient une part biographique ou autobiographique ? Non, heureusement non. D'accord. Mais en tout cas, c'est vrai que dans le personnage de Tom, oui, je me suis forcément un petit peu identifié au personnage de Tom parce que je me pose les mêmes questions que lui. Mais contrairement à lui, j'ai jamais décidé de consacrer ma vie à la résolution de cette énigme insondable qui est la quête du moi. Donc, on a quand même beaucoup de différences, mais c'est vrai que oui, effectivement, je m'identifie quand même au personnage de Tom pour les questionnements philosophiques qu'il a, mais je pense pas avoir, je dirais, son côté un petit peu écorché, son côté
jusque boutiste. De Tom, ça je pense pas quand même l'avoir, en tout cas pas à ce sujet-là. D'accord. Et quand on lit l'ouvrage, j'ai envie de dire tant mieux de pas être autant oui, ça c'est sûr. Impliqué. Ouais. Et donc d'ailleurs dans ta petite biographie, car sur la 4e de couverture, il y a le résumé du livre et il y a aussi ta petite biographie. On peut voir que que tes textes développent une conception pessimiste de l'existence. Pourquoi ? Alors, en fait, moi, j'écris du fantastique, mais un fantastique qui n'est pas du tout un fantastique sombre, mais qui n'est pas du tout un fantastique sombre à la sauce horrifique. C'est-à-dire que chez moi, il n'y a jamais de monstres, ou très peu, en tout cas pas au sens strict du terme, il n'y a pas de sang, il n'y a pas de gore, ce genre de choses. Mais par contre, le sentiment que j'essaie de développer, c'est un sentiment de tristesse et un peu, justement, une vision du monde qui soit très... qui donne l'impression que l'humanité, en quelque sorte, est conduite vers le gouffre par des forces qui le dépassent. Un petit peu, c'est ça qu'on retrouve dans mes livres. Et pourquoi pessimiste ? Parce que... généralement, dans mes livres, contrairement à beaucoup de livres, il n'y a pas forcément de fin heureuse. Je ne veux pas donner de faux espoirs à des éventuels lecteurs. Dans mes livres, il y a une fin qui est souvent ouverte, où le lecteur doit souvent se poser des questions. Il ne sait pas exactement ce qui s'est passé. Il doit parfois relire des pages précédentes pour comprendre ce qui s'est passé. Ça, c'est quelque chose qui est assez typique de chacun de mes livres. Et à la fin, on a quand même une vision du monde qui est une vision dans laquelle l'homme est en quelque sorte maudit. Depuis son naissance jusqu'à sa mort, il est dans une espèce de trame qui le dépasse et qui le conduit à l'abîme et à laquelle il ne peut jamais échapper. Donc il y a ce côté très pessimiste, très sombre. Alors ça ne veut pas dire que ce que je développe dans la fiction est une réalité derrière tout ça. Je développe une conception philosophique dans mes livres parce que moi, c'est ce qui me parle quand je lis des livres. C'est-à-dire, quand je lis des livres, j'aime beaucoup ce côté... J'aime beaucoup lire des livres qui me font me questionner et me poussent à questionner l'horreur du monde, en quelque sorte. Et c'est ce que moi j'essaie de faire du coup avec mes livres. Mais ça ne veut pas dire qu'évidemment que je prétends détenir une vérité sur l'existence. Mais après, ceci dit, c'est vrai quand même que beaucoup de philosophes pessimistes m'ont attiré et m'ont convaincu par beaucoup de leurs réflexions. J'ai cité Schopenhauer ou Kant tout à l'heure, mais il y en a beaucoup d'autres. Des Cioran dont on parlait tout à l'heure, par exemple, en antenne. C'est des auteurs qui m'ont marqué parce que ils ont à la fois des réflexions qui me paraissent sensées sur le monde, mais ils balayent d'un revers de main toutes les illusions dans lesquelles on s'entoure en permanence pour essayer de faire de l'existence quelque chose de joli. Donc voilà, il y a beaucoup d'auteurs qui m'ont convaincu par rapport à ce genre d'arguments. Enfin, faudrait évidemment les lire pour en savoir plus, mais donc j'essaie après dans mes romans de développer de manière métaphorique ces conceptions pessimistes à travers un roman ou à travers un récit. Par exemple ici dans Un homme troublé, on suit les aventures d'un personnage qui a un destin tragique, mais finalement c'est un petit peu comme une tragédie grecque en quelque sorte. On a un personnage qui depuis le début on sait quasiment qu'il est condamné. Enfin, en tout cas on comprend dès le départ que sa quête est vaine ou que soit il aboutit à rien ou soit il aboutit à quelque chose qui sera forcément tragique. Et c'est un petit peu une métaphore complète de l'existence humaine en quelque sorte. On est toujours derrière des chimères à essayer de vouloir des choses et dès qu'on a obtenu quelque chose on souhaite avoir quelque chose de nouveau et ça c'est quelque chose d'universel et qui a été pointé du doigt par exemple des philosophes comme Schopenhauer et qui je pense est vraiment je dirais intrinsèque à la nature humaine et à la conception philosophique de l'homme de toujours vouloir aller chercher quelque chose de plus que ce qu'il a et c'est sans fin, c'est une quête sans fin. Donc justement, tu as un petit peu répondu à ma question suivante, mais je vais quand même la poser. Nous pouvons aussi voir dans ta petite biographie que tu amènes tes lecteurs à se questionner sur la place de l'homme dans un univers qui le dépasse. Justement, c'est important pour toi qu'un ouvrage, que ce soit un roman ou un conte philosophique comme Un homme troublé, pousse le lecteur à se questionner. À quel point c'est important ? Je pense qu'on peut lire des livres simplement pour se détendre. J'ai parfois des livres, puis je me rends compte à la fin que ça m'a pas forcément questionné sur quoi que ce soit, mais j'ai pris du plaisir à le lire et c'est très bien. Après, moi, c'est vrai que dans mes livres, j'essaie quand même de questionner le lecteur. J'essaie de trouver un fond. Un fond philosophique, en tout cas un fond réflexif sur mes personnages, sur ce qui leur arrive, pour faire en sorte qu'on referme le livre. J'ai eu quelques commentaires à ce sujet. Le livre continue à travailler en quelque sorte dans le cerveau pendant plusieurs jours, plusieurs heures, parfois plusieurs semaines, et parfois on y revient parce que on se dit tiens, c'est vrai qu'il y avait ça dans ce livre, ça me rappelle quelque chose, ça me fait penser à quelque chose et ça me questionne sur ma propre vie. Et c'est vrai que dans Un homme troublé, c'est le plus évident. On voit bien que ce livre a pour but de questionner, c'est son essence même. Mais même dans mes autres romans précédents, Disparu de Darlon, par exemple, il y a tout un questionnement sur la différence, parce qu'il y a des disparitions inexpliquées dans un petit village vosgien, et puis
se rend vite compte qu'il y a des rumeurs qui tournent autour de tel personnage, parce qu'il est différent, parce qu'il a un mode de vie un peu marginal, etc. Il est pointé du doigt. Donc il y a beaucoup de questionnements dans ce roman sur la différence. Comment on peut être pointé du doigt parce qu'on ne vit pas comme tout le monde, en quelque sorte. Un peu, voilà, le mouton noir au milieu d'un troupeau de moutons blancs. Et donc, comme dans Les Papillons, toutes ces réflexions sur l'enfance qui meurt, sur les liens fraternels, à quel point ils peuvent jouer un rôle important dans l'existence, à quel point l'amour d'une mère aussi ou de ses parents peut jouer un rôle à la fois positif ou négatif dans le cas échéant. Donc j'essaie toujours de poser des questions. Après, est-ce que c'est forcément nécessaire pour chaque livre ? Je ne suis pas forcément sûr, mais moi en tout cas c'est quelque chose que j'aime bien faire, oui, ça c'est sûr. D'accord. Donc tu as parlé de tes précédents ouvrages qui se passent dans les Vosges. Oui. Ce roman, Un homme troublé, il a également un passage qui se passe dans les Vosges également. Les Vosges, donc notre région. Essentiel d'ailleurs. Hein. Oui, et essentiel. C'est vrai, justement, pourquoi avoir choisi notre région comme décor ? Eh ben déjà parce que j'y vis, donc forcément on puise son inspiration là où on vit. Et puis, on y reviendra peut-être plus tard, je sais pas, mais je suis aussi un grand passionné de nature en fait, et les Vosges pour moi c'est un côté vraiment magique et féerique, en tout cas magique et ensorcelé en quelque sorte, qui est particulièrement propice à l'écriture de romans ou de novellas fantastiques. On a vraiment un cadre qui, je dirais, en lui-même est déjà magique. On a presque besoin juste d'ajouter, je dirais, le petit claquement de doigts pour que tout de suite le décor devienne un décor de films d'horreur, de films fantastiques, de films d'épouvante. Enfin, l'impression qu'à tout moment, on pourrait trouver des passages secrets vers un autre monde quand on se balade dans les forêts vosgiennes. Vraiment, en tout cas, moi, j'ai souvent ce sentiment-là quand je m'y balade. Et donc, ça m'a semblé naturel de baser l'action dans les Vosges parce que j'adore cette région, tout simplement. J'adore le massif vosgien, j'adore les forêts vosgiennes et naturellement, j'ai envie que l'action s'y passe. Voilà. Ok. Tout simplement. Donc, dans cet ouvrage, il est question de philosophie. Et on voit dans les 10 premières pages que la philosophie peut parfois avoir des conséquences sur la personne qui s'y intéresse. Est-ce que tu dirais que finalement, la philosophie n'a pas que des bons côtés ? Moi, je pense que c'est toujours bien de pratiquer la philosophie, parce que finalement, c'est ce qui donne un sens à l'existence. En tout cas, c'est mon point de vue. Je trouve que se poser des questions sur le monde, ça fait partie vraiment de la nature humaine, et c'est difficile de faire autrement. Après, c'est vrai que parfois, certains questionnements peuvent mener à une forme de désillusion sur l'existence et sur le côté idyllique qu'on avait de la vie précédemment, qui peut être douloureux, c'est sûr. Et c'est notamment tous les questionnements sur par exemple, le mythe de la caverne de Platon, tous ces questionnements sur le moi, etc. C'est forcément des réflexions qui mènent à des conclusions qu'on préférait parfois ne jamais avoir eues, c'est sûr. Donc des fois, d'ailleurs, c'est un des sujets qui est abordé dans Un homme troublé, on est parfois mieux finalement sans s'être posé la question fatale. On peut se poser la question, est-ce que d'ailleurs le professeur de philosophie qui a amené Tom à se questionner à ce sujet, il s'en veut tout au long du roman en se disant c'est de ma faute si Tom est devenu fou, en tout cas est devenu obsédé par cette question du moi et de l'illusion. C'est probablement parce que à cause de mon cours de philosophie qu'il a amené à se poser cette question. Alors bon, finalement il se dit un personnage comme lui aurait forcément fini par se poser cette question, mais malgré tout il culpabilise. Et il se dit, est-ce que Tom aurait pu finalement avoir une vie heureuse, parce que c'était quelqu'un qui était heureux avant en fait, qui avait une vie qui tout tournait bien quoi. Est-ce qu'il aurait pas pu finalement être plus heureux si jamais il ne s'était posé cette question? Mais bon, il se trouve que lui, on se doute bien qu'il se la serait posé à un moment ou à un autre. Ça faisait en quelque sorte partie de son destin, un petit peu comme dans les tragédies grecques où Oedipe ne peut pas faire autrement qu'échapper à son destin. En quelque sorte, Tom ne peut faire autrement qu'échapper à son destin. Et depuis le début, on sait qu'il va se poser cette question et que quand il se posera cette question, il va courir après sans jamais avoir de réponse. Et si jamais il a une réponse, ce sera forcément une réponse tragique. Et ça, on le sait depuis le début, en quelque sorte. Donc, c'est vrai que parfois, le fait de ne pas se poser de questions, c'est positif si on réfléchit simplement en termes de bonheur personnel. Ça, je pense. Et à travers cet ouvrage, donc tu souhaites parler, comme on l'a dit, de la recherche du moi et de la chose en soi. Mais est-ce que tu souhaitais aussi proposer une certaine réflexion sur la philosophie avec un grand P, sur la philosophie en elle-même ? Oui, alors c'est vrai que j'aborde un sujet particulier de la philosophie, mais c'est vrai que c'est un livre aussi qui a pas pour objectif avoué, mais en tout cas je suis heureux si ça le permet. Il y a parfois certaines personnes qui ont lu ce livre sans être intéressées par la philosophie à la base et qui finalement se sont dit tiens, ça me rappelle mes cours de terminale, ça me rappelle des réflexions que j'avais quand j'étais plus jeune et que j'ai un peu laissé tomber, ça m'a donné envie de m'y remettre. Et
dans ce cas, j'en suis vraiment ravi, parce que ça me fait plaisir que les gens se posent des questions et que ce livre leur ait permis de se poser des questions. Et ce qui est intéressant aussi, c'est que dans ce roman, il y a beaucoup de références tout au long du livre. Hein, et c'est volontaire, comme le personnage principal est lui-même professeur de philosophie, oui. Enfin, pas Tom, mais le narrateur qui raconte l'histoire de Tom est professeur de philosophie. Tom est un passionné de philosophie, donc tous les deux ont beaucoup de références philosophiques en tête, et ils n'hésitent pas à les citer dans leurs réflexions, dans leurs journaux ou dans leurs lettres. Et donc, ça permet aussi pour le lecteur, s'il veut creuser la question en quelque sorte, d'aller voir les références que je donne, de livres, d'ouvrages, ou parfois d'œuvres de fiction ou autres, qui permettent de creuser un petit peu la question. Donc oui, je pense que ça aborde, je dirais, la question de la philosophie au sein de la société, en essayant de la remettre en quelque sorte au centre du village, en quelque sorte. Bien sûr. Donc il est 14h30. Avant de poursuivre cette émission à nouveau, je te propose de nous relancer dans la prochaine pause musicale que tu m'as soumise, que tu as choisie, et nous allons écouter pour continuer le morceau intitulé Flying Shoes de Townes Van Zandt. J'espère que je le prononce bien. Je crois que c'est ça. Voilà. Et on écoute ce morceau et on se retrouve juste après pour la suite de cette émission. À tout de suite sur Radio Gemozo. Et vous êtes de retour sur Radio Gemozo et dans l'émission Fréquence Libre. Vous venez d'écouter Townes Van Zandt et le morceau intitulé Flying Shoes. Et je suis toujours en compagnie dans nos locaux et juste en face de moi de Pablo Behag, auteur, qui est avec nous pour nous parler de son parcours d'auteur de philosophie et de son ouvrage intitulé Un homme troublé. Est-ce que tu passes un bon moment en notre compagnie, Pablo ? Excellent, oui. Super. Donc comme pour rejeter un œil de Foresti, pourquoi ce morceau, ce choix de Townes Van Zandt ? Alors Townes Van Zandt, c'est vraiment un auteur décidément, un artiste, un musicien que j'apprécie beaucoup. Musicalement, c'est assez simpliste, assez simple, c'est du blues country, on va dire, dans les années 60-70. Mais il y a un sens de la mélodie que j'aime beaucoup, puis il y a aussi des paroles qui sont souvent... qui montre un personnage aussi très troublé. C'est un personnage, j'ai fait exprès de choisir des morceaux avec c'est assez sombre, d'artiste qui est, à mon avis, se posait justement ce genre de questions assez proches de celles de Tom. Et de temps en temps, il y a beaucoup dans ce morceau Flying Shoes, là, il raconte que la monotonie du quotidien, à force le désespère un petit peu, qu'il espère un jour pouvoir prendre ses chaussures volantes pour partir. Moi, j'ai toujours vu ça comme une allégorie du suicide. Je crois qu'il y a plusieurs interprétations de ce morceau, mais moi j'ai toujours vu ça comme ça. Et je trouve que c'est un très beau morceau sur la lassitude du quotidien, ce que ça peut nous engendrer chez les personnes. Et justement, si on ne parle pas anglais, si on ne comprend pas les paroles, je me dis qu'on peut écouter, tu sais, ce morceau en se promenant en forêt, par exemple, avec le casque sur les oreilles, et puis tu sais... C'est vrai, mais après moi j'aime bien écouter les oiseaux en forêt. Oui aussi, c'est vrai. Moi, je suis un naturaliste, donc j'aime bien identifier les chants d'oiseaux, ce genre de choses, donc j'ai besoin de... J'écouterai en forêt. Non, mais ça peut être intéressant. Alors, c'est vrai. Donc on va poursuivre cette émission. Donc le titre de ton ouvrage, c'est Un homme troublé, on l'a dit. Et est-ce qu'on peut dire que cet homme troublé, justement, ce n'est ni plus ni moins que Tom ? Bien sûr, oui, je pense que c'est... Alors, oui, on comprendra qu'un homme troublé, ça peut être Tom, ça c'est Tom, évidemment. Ça peut être aussi son professeur de philosophie, on le verra à la fin. Et je pense que ça peut être n'importe qui. Ça peut être toi, ça peut être moi, ça peut être tous les lecteurs, je pense. C'est un petit peu ça aussi le but de cet ouvrage, c'est de montrer qu'on est tous troublés à un niveau ou à un autre, je pense. Voilà. Et oui, c'est vrai que tout à l'heure, tu m'avais posé la question sur le titre d'Un homme troublé, j'avais dit qu'il y avait un double sens. Donc évidemment, il y a le sens littéral, un homme qui est troublé au sens troublé psychologiquement. Et c'est aussi un parallèle parce qu'à un moment donné, le personnage principal, Tom, va s'observer dans un étang dans lequel la brise jaillit de la forêt, justement, la forêt vosgienne, et il va voir son reflet se troubler, et c'est de cette image de reflet troublé que va, en quelque sorte, jaillir en lui une révélation qui va être importante pour le roman. Et donc, il est troublé à la fois au niveau visuel, dans le sens où son reflet se trouve dans l'eau, et puis au sens où son esprit est troublé par ces questions qui le hantent et auxquelles il ne parvient pas à répondre. Bien sûr. Et est-ce qu'on peut dire, selon toi, que à force de se passionner pour la philosophie à un niveau vraiment très très élevé, on peut perdre un petit peu la tête et finalement ne plus être tout à fait humain ? Je pense qu'il n'y a rien de plus humain que de faire de la philosophie. Mais par contre, je pense qu'on peut perdre le sens de la réalité, effectivement, enfin de la réalité.
le mot est peut-être pas bien choisi étant donné le sujet, mais c'est qu'on peut perdre le sens commun, je pense, à se perdre dans des questionnements philosophiques. Et on a des exemples extrêmement nombreux de philosophes qui ont perdu la tête et qui ont fini par se suicider. On a l'exemple de Nietzsche qui parle à son cheval à la fin de sa vie. Bon, après, il y a aussi la maladie, évidemment, mais on a un philosophe que je cite dans le livre, d'ailleurs, Michael Statter, un Allemand, qui lui s'est suicidé. Il a écrit sa thèse de philosophie dans laquelle il a expliqué que... Alors je ne vais pas la résumer de manière trop complexe, mais en gros, il a expliqué qu'il n'arriverait jamais à devenir un vrai homme au sens strict du terme, c'est-à-dire pas au sens viriliste du terme, mais au sens devenir un vrai individu qui sera jamais autre chose qu'une sorte de Pinocchio, en quelque sorte, une sorte de pantin dans le monde, et que lui, il voulait devenir un vrai petit garçon, en quelque sorte, comme Pinocchio, et que jamais il pourrait y arriver. Et puis par conséquent, il a mis fin à ses jours après sa thèse de philosophie à un âge, alors je saurais plus vous dire, mais à 20 ans, peut-être un peu plus, mais voilà. Donc il y en a beaucoup des philosophes qui ont perdu le goût de la vie parce que leurs questionnements les ont menés dans des méandres qui devenaient invivables en quelque sorte, ça c'est sûr. Mais finalement, est-ce que ça serait peut-être pas mieux de se mentir toute sa vie ? Si, je pense que, est-ce que c'est mieux ? On revient à la question de tout à l'heure. Moi, je pense que c'est bien de philosopher, que c'est utile, c'est utile à l'homme et que ça fait partie de ses, je dirais pas de ses besoins fondamentaux, en tout cas pour moi, je pense. Mais effectivement, parfois, on peut se dire qu'on était plus heureux avant peut-être de s'être posé toutes ces questions. Et quand je parlais tout à l'heure de Comme dans les papillons, il y avait un questionnement sur la perte de l'enfance. C'est aussi ça la question, c'est-à-dire quand on est enfant, on se pose pas toutes ces questions. En tout cas, pour la plupart des enfants, ça peut arriver qu'on se les pose progressivement. Enfin, les enfants aussi, se posent des questions philosophiques, mais disons que souvent ils gardent une forme de naïveté sur le monde, une forme de vision idyllique de l'existence qui, en grandissant, a tendance à s'étioler à l'adolescence et encore plus à l'âge adulte. Et puis finalement, on se dit peut-être qu'on était mieux finalement sans savoir ce que c'était que le monde adulte. Quand on est enfant, on est pressé de devenir adulte, et puis quand on le devient, on se dit c'était mieux avant. Et je pense que la philosophie, ça peut parfois être pareil. On est pressé d'avoir des réponses, et puis finalement, on n'a jamais de réponse déjà, c'est ce qui est brimant. Et puis, si tant est qu'on ait des réponses, parfois on se dit qu'on aurait mieux fait de jamais les avoir. C'est ça. Donc, c'est peut-être de là que vient aussi l'expression la pureté de l'enfance. Oui, bien sûr. Il ne se pose pas forcément les grandes questions. Tu le dis, il se questionne un petit peu. Oui, il se questionne, c'est sûr. Voilà, c'est tout un débat. Je pense qu'on pourrait faire des heures et des heures d'émission là-dessus. Là, c'est sûr, ouais. Mais bon, on n'a qu'une seule heure cet après-midi, donc on va passer à la question suivante du coup. Donc, tu écris cet ouvrage non pas comme un roman, mais vraiment comme presque un journal dans lequel ton personnage principal, enfin un de tes personnages principaux, le professeur de philosophie, raconte ce qui lui arrive. Tu t'adresses même au lecteur en utilisant le vous, comme s'il s'adressait à nous finalement. Pourquoi ? En fait, alors dans ce roman, dans cette novella, il y a 3 parties distinctes. Oui. Il y a une première partie où en fait c'est le professeur de philosophie qui veut raconter ce qui est arrivé à Tom. Et donc il se met à raconter comment il a rencontré Tom, comment était Tom durant ses cours, en expliquant que c'était un élève brillant, un élève qui était très intéressant, qui approfondissait toutes les questions philosophiques que lui abordait en cours, etc. Et puis il aborde ce fameux jour où il a abordé la question de l'illusion du monde, etc. Il aborde ce sujet-là, et puis ensuite il essaie d'expliquer comment Tom a perdu en quelque sorte la raison. Selon lui, il n'a pas perdu la raison, mais comment en tout cas il est parti dans une quête désespérée à travers le monde en raison de ce cours de philosophie, comment il a fugué en quelque sorte et comment il est parti. Et ensuite, on n'a plus eu des nouvelles de lui que par le biais de lettres lointaines qui venaient de Sibérie, de l'Orient. Il est parti au Tibet notamment pour étudier le bouddhisme, puisque les bouddhistes aussi ont beaucoup de questionnements sur cette notion de réalité du monde, avec notamment la notion de voile de Maya qui est très présente chez les bouddhistes. Donc ça c'est toute la première partie, et puis cette première partie se termine au moment où on apprend que Tom a disparu. Tom, un peu après toutes ses pérégrinations, est rentré en France. Il s'est mis à vivre dans un petit village de la Creuse, dans une ruine qu'il a achetée pour pas cher, et puis il tombe un peu, alors on comprend qu'il tombe un peu dans l'alcool, qu'il tourne un peu en rond, qu'il devient un peu fou, et puis d'un seul coup on n'a plus de nouvelles de Tom, il disparaît, et la première partie s'arrête là. Et le professeur de philosophie, au moment où Tom va disparaître, il va récupérer par le biais de ses parents le journal intime de Tom, c'est-à-dire tout ce qu'il a écrit durant ses voyages et tout ce qu'il a écrit durant ses réflexions philosophiques au fil des 15 ans qu'il a passé à chercher son mot. Et on va donc la deuxième partie, donc c'est justement le journal intime de Tom. On va avoir des extraits de ce journal. Oui. Donc en fait, on change de narrateur. On est passé du professeur de philosophie à Tom lui-même. Là, on est vraiment sur un journal. Donc il y a la date, tel jour, et puis il écrit ses pensées de manière un peu brute. C'est un côté un petit peu décousu, ce passage volontairement.
Et puis le journal s'arrête à un moment où Tom pense avoir trouvé la solution pour alors, non seulement découvrir son moi, mais en plus le devenir. Donc ça, on va comprendre ce que ça signifie au fil du roman. Et puis la troisième partie, on revient au professeur de philosophie qui explique que ce qui est arrivé à Tom, selon lui, et il part en recherche de Tom, en quelque sorte, il va essayer de trouver pourquoi il a disparu, où est-ce qu'il est passé, qu'est-ce qui lui est arrivé, et en fait il part en enquête en quelque sorte, et puis il va arriver ensuite des aventures aussi à ce professeur de philosophie que je peux pas révéler. Ouais. Et donc, pour revenir à la question initiale, le professeur de philosophie n'hésite pas à dire vous, parce que son texte s'adresse aussi à n'importe qui, en fait. C'est pas simplement... c'est vraiment... c'est épistolaire, en fait, en quelque sorte. Oui. Il écrit une lettre pour témoigner de ce qu'il a vécu, de ce qu'a vécu Tom, et peut-être aussi pour mettre en garde, en quelque sorte, d'éventuels philosophes de ne pas suivre la même voie que Tom, en tout cas. Voilà. Maintenant, je te propose de revenir à l'étymologie du mot donc philosophie. Donc, ça vient du grec, je crois, philéo, qui signifie amour ou aimer, et sophia, qui veut dire savoir. Donc, en d'autres termes, philosophia, qu'on appelle en français la philosophie, c'est l'amour du savoir. Pour donner un petit peu une idée à nos auditrices et auditeurs, dans quelle mesure y a-t-il cet amour du savoir dans ton ouvrage ? Je pense que Tom, en quelque sorte, a un amour du savoir, même si c'est un amour qui peut avoir une fin tragique. Il a un amour du savoir, il a envie de savoir, il a envie de connaître une réponse, il a envie vraiment d'obtenir, je dirais, la vérité sur l'existence, sur l'essence intime du monde, à travers cette chose en soi. Donc je pense qu'à ce niveau-là, on peut parler d'amour du savoir. Mais on peut dire que c'est un amour qui tourne un petit peu au vinaigre, en quelque sorte. Voilà, comme parfois ça arrive. Bien sûr. Il y a peut-être des auditrices ou auditeurs qui nous écoutent actuellement et qui sont intéressés par la philosophie, mais qui n'ont jamais vraiment osé justement s'y intéresser. Et si un ou une novice en philosophie se procure cet ouvrage, est-ce que tu n'as pas peur peut-être de le ou de la perdre en chemin ? C'est possible, c'est possible. On discutait un petit peu tout à l'heure en antenne. C'est vrai que c'est un livre qui est un peu, où il y a quand même beaucoup de références philosophiques, qui aborde certains concepts qui sont pas forcément simples à saisir, c'est sûr. Mais malgré tout, je pense que c'est quand même, en tout cas, ce que je disais aussi tout à l'heure, c'est que c'est toujours plus accessible que de lire la critique de la raison pure de Kant ou le monde comme volonté, comme représentation de Schopenhauer. Ça restera toujours plus accessible. Donc, pour se remettre dans le bain de la philosophie, je trouve que c'est un excellent moyen. Ça permet déjà de poser les questions, d'avoir quelques références sur le sujet, et puis ensuite de creuser si le sujet nous intéresse. Alors, effectivement, peut-être que certaines personnes pourraient ne pas réussir à suivre, mais honnêtement, je pense pas que ce soit si complexe que ça, ce que j'aborde. En tout cas, j'ai essayé, notamment parce que le professeur de philosophie, au départ, fait son cours de philosophie à des terminales, donc j'ai essayé il donne des exemples très concrets de cette question d'illusion du monde. Donc, je pense que n'importe qui peut comprendre la question posée. D'ailleurs, dans les premières chroniques que j'ai reçues sur cet ouvrage, il y a beaucoup de personnes qui m'ont dit justement que la philosophie, c'était pas forcément leur truc, mais que, voilà, comme ils avaient apprécié mes deux premiers romans, ils ont quand même essayé celui-là en se disant, je vais quand même creuser. Et puis, en fait, ils se sont dit, effectivement, c'est des questions qui sont universelles, qui m'ont intéressé, même si à la base, c'était pas forcément des questions que je me posais. Donc, je pense que je pense pas que ce roman puisse rebuter quelqu'un de la philosophie. Je pense qu'au contraire, c'est une bonne porte d'entrée pour se remettre les pieds à l'étrier et se relancer dans la philosophie. Et puis peut-être s'intéresser, approfondir le sujet du coup. Voilà, après. C'est vraiment une ouverture. À travers ce livre, j'appelle aussi vraiment les gens à creuser le sujet. Et puis, évidemment, le dénouement que je donne à la fin du roman, c'est un dénouement fantastique, parce que c'est un livre philosophique certes, mais un livre fantastique, un livre philosophique, mais aussi un livre fantastique. C'est-à-dire qu'à la fin, on est dans quelque chose qui est loin d'être rationnel. Tout au long du roman, on aborde cette question de la rationalité, et puis à un moment donné, la rationalité s'émiette en quelque sorte à travers un événement qui est extraordinaire et qui est de l'ordre de la magie, parce qu'on est toujours dans du fantastique. Donc là, à partir de là, on sort de la philosophie pour entrer dans de la fiction, même si ça continue de poser des questions philosophiques malgré tout. Bien sûr. Nous arrivons tout doucement à la fin de cette émission, mais on a encore plusieurs minutes à passer ensemble. Mais avant de conclure, je te propose de nous relancer dans la troisième et dernière pause musicale que tu as choisie. Pablo, nous allons écouter Tell Me Why, dis-moi pourquoi, en français, de Neil Young. Et on se retrouve juste après pour la suite et déjà la fin de cette émission. À tout de suite sur Radio Gemozo.
encore un morceau, ma foi, assez doux en ce vendredi après-midi à 14h presque 51. C'était Tell Me Why de Neil Young dans l'émission Fréquence Libre, et nous sommes toujours en compagnie pendant encore quelques minutes dans nos locaux de Pablo Beag, auteur qui est avec nous pour nous parler de son parcours d'auteur, de philosophie et de son ouvrage intitulé Un homme troublé. Tout va toujours bien ? Très bien. Super. Donc, même question que pour les deux précédentes pauses musicales, tu la connais maintenant, la question, pourquoi ce choix ? Je pense que Neil Young, c'est probablement l'artiste que j'ai le plus écouté toute ma vie, je pense. On découvert par mes parents au début, mais que j'ai écouté après toute ma jeunesse. Je continue d'écouter encore aujourd'hui. Alors, j'ai eu des périodes où j'écoutais un peu moins, mais c'est vrai que c'est un artiste qui m'a toujours beaucoup parlé. Et puis j'ai choisi ce morceau simplement parce que le titre Tell Me Why était vraiment en lien avec les questionnements philosophiques. En l'occurrence, c'est pas forcément en lien avec la philosophie ce morceau, mais il y a ce refrain Tell Me Why, mais dis-moi pourquoi, qui est vraiment la question philosophique par excellence, j'ai envie de dire. Tout à fait. Donc, tu en as parlé un petit peu plus tôt. Donc, ce qui va pousser Tom à, on va dire, élargir sa quête, c'est vraiment un des cours de son prof de philo. Mais est-ce que tu dirais finalement que ce cours en question, c'était un petit peu la goutte d'eau qui a fait presque déborder le vase ? Oui, je pense que c'est un petit peu ça. En quelque sorte, Tom avait il y avait un terrain propice, il y avait un terreau propice à ce que germe ce questionnement maudit, ce questionnement qui allait le mener vers des tourments inimaginable. Il y avait le terreau propice, et puis ce cours de philosophie, simplement, on a mis la graine dedans, puis ça a germé forcément. Je pense que dans tous les cas, Tom aurait fini par se poser cette question, qui est une question universelle de la quête de quelle est la chose en soi, qu'est-ce qui se cache derrière l'illusion de nos sens. Il aurait fini par se la poser à un moment ou à un autre. Mais malgré tout, c'est bien ce cours-là qui a précipité les choses. Et c'est pour ça que le professeur de philosophie, tout au long du roman, s'intéresse à Tom, parce qu'il s'en veut énormément d'avoir engendré ce rouage diabolique en quelque sorte qui a conduit Tom à son destin tragique. Et puis aussi parce que, par ailleurs, il avait beaucoup d'affection personnelle pour Tom, parce que c'était l'un de ses élèves, c'est pas très bien de dire, mais un de ses élèves préférés, et on comprend bien que c'est un élève dont il appréciait particulièrement les réflexions, qu'il appréciait en tant que personne également. Et lui aussi, finalement, se posait cette question-là, comme tout philosophe. Sauf que lui, il n'avait jamais creusé le sujet aussi loin que Tom. Et donc, il est admiratif, en quelque sorte, de Tom, de sa manière de persévérer pour essayer de trouver une solution à cette question qui est pourtant en apparence insoluble. Voilà. Donc on arrive tout doucement déjà à la fin de cette émission. Il est 14h53. Est-ce qu'il y a encore quelque chose à ajouter, ou est-ce qu'on a fait à peu près le tour ? Je pense qu'on a beaucoup abordé la question philosophique qui est essentielle en ce moment. Alors, il y a peut-être un point que j'aimerais bien aborder, c'est le rôle de la nature dans chacun de mes livres, en fait. Oui, bien sûr. Il y a aussi un point essentiel. Dans tous mes romans, la nature joue toujours un rôle un petit peu je dirais un rôle métaphorique en quelque sorte de déclencheur des événements. C'est-à-dire qu'à chaque fois, dans mes livres, la nature, d'une manière ou d'une autre, fait savoir que quelque chose de tragique va arriver ou quelque chose de surnaturel va se passer, soit par l'apparition de plantes étranges. Dans le Disparu de Darlan, c'est des plantes diaboliques, des plantes habituellement liées à la sorcellerie, comme la belladone ou la digitale, ce genre de choses. Comme dans les papillons, c'est l'apparition de datura et d'une espèce de papillon inconnu de la science dans le village. Et puis dans Un homme troublé, il y a cette scène finale cette scène cruciale qui se passe dans un petit étang vosgien, qui d'ailleurs qui est un lieu qui existe. Il y a les références, les coordonnées qui sont notées dans le livre et qui permettent de comprendre précisément où ça se situe. Et il y a à chaque fois un élément déclencheur, et là en l'occurrence c'est le chant d'une chouette, petite chouette vosgienne qui est pas que dans les Vosges, qu'on retrouve notamment dans les Vosges, et qui est une rareté qui s'appelle la chouette de Tangmalm. Et c'est le chant de la chouette de Tangmalm qui déclenche en quelque sorte le phénomène, cette brise magique qui va troubler le reflet de Tom et va lui engendrer chez lui la révélation qui va le conduire à son destin. Donc on a toujours chez moi soit un oiseau, soit une plante, soit un contexte général dans la nature qui est l'élément déclencheur, je dirais, du fantastique, de la magie, du fantastique, de l'enchantement en quelque sorte. Voilà. Donc c'était quand même quelque chose que je voulais aborder, parce que c'est un point important de mes livres qui ont toujours ce côté naturaliste, assez marqué. Oui, et puis la nature, surtout comme on en parlait un peu plus tôt dans cette émission, la nature vosgienne, c'est quand même une très belle nature avec les forêts, les animaux qui la peuplent finalement. Donc voilà. Exactement. Et moi, pour le fantastique, j'essaie un peu d'enchanter cette nature qui est déjà par nature
enchanté, mais d'essayer de lui donner un petit peu un côté extraordinaire, un côté magique, un côté voilà. Comme s'il y avait une face cachée de cette nature qu'on voit. Et je pense que voilà, sa beauté, sa magnificence fait que c'est très propice à ce type de concept. Et surtout actuellement, là nous sommes donc le 12 janvier, nous sommes en hiver, et quand on regarde par la fenêtre, il y a un beau soleil, et je trouve que vraiment ce soleil, c'est lui aussi qui magnifie un petit peu le tout. C'est vrai qu'en ce moment on a des paysages super avec ces gelées, cette neige qui tombait, puis ces gelées là, qui engendrent des petites perles de rosée là, sur les arbres. C'est vrai que c'est particulièrement magnifique. Voilà. Donc les Vosges, c'est bien. Donc venez dans les Vosges, mais pas trop non plus, parce qu'on veut quand même garder notre région et préserver le Grand Tétras. Bien sûr, tout à fait. Donc qu'est-ce qu'on peut te souhaiter du coup pour la suite? Parce que vous voulez, je sais pas. Là, je travaille justement actuellement sur j'ai un recueil de nouvelles qui va sortir l'année prochaine, recueil de nouvelles fantastiques toujours, horrifiques et très philosophiques également d'ailleurs, qui devrait s'appeler Le Chant du Cygne Noir. Et je travaille également sur un essai, plutôt un travail plutôt de recherche sur justement les arbres et l'imaginaire autour des arbres à travers les mythes, les mythologies nordiques, celtiques, gréco-romaines, etc. Travailler un petit peu sur la symbolique et l'imaginaire des arbres à travers l'histoire, tout simplement. Donc vous pouvez me souhaiter d'aboutir dans ces projets, ce sera déjà bien. Eh ben écoute, c'est tout ce qu'on te souhaite. Et donc justement, ce futur ouvrage, c'est toujours chez Execo Édition? Je ne sais pas encore. Tu sais pas? Rien n'est prévu. Bon, faudra revenir nous voir pour en parler. Avec plaisir, avec grand plaisir. Voilà, on t'invitera avec plaisir. Ensuite, est-ce que tu as un dernier mot, une dernière chose à dire avant qu'on se quitte? Je remercie Radio Gemozo de m'avoir invité déjà. Merci avec plaisir. À Chris et puis à Lia qui j'avais donné le livre à la base. Tout à fait. C'était au marché de Noël de Saint-Étienne-les-Remiremont, à la base, qu'on s'était rencontrés. Donc merci beaucoup à Radio Gemozo pour cette émission qui était très sympathique et très agréable. C'était un plaisir. Et du coup, merci à toi. Et c'est ainsi que se termine cette nouvelle édition de Fréquence Libre. Donc là, du coup, c'est à mon tour de te remercier, Pablo, d'avoir accepté mon invitation. De toute façon, je pense qu'on se reverra dans différents salons aussi. Oui, forcément. Oui. Voilà. Et aussi d'être venu jusqu'à nos locaux. J'espère que tu as passé un bon moment. Un excellent moment. C'était très sympathique. Super. Quant à nous, auditrices, auditeurs, on se retrouve dès lundi pour une nouvelle matinale de 8h à 8h45. Vous êtes habitués avec mes différents programmes également. Et je rappelle que cette émission sera rediffusée dès lundi à 18h, ainsi que le podcast publié sur notre site internet dans quelques minutes, j'ai envie de dire, une fois que l'émission sera terminée. Voilà, merci de votre fidélité à Radio Gemozo. Je vous souhaite donc une bonne fin d'après-midi, un bon week-end, et je vous dis à lundi pour la suite des aventures. Salut tout le monde.